Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition durant laquelle Pierre Bellucci nous accompagnera. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors l'actualité de ces dernières semaines, notamment celle en rapport avec l'immigration clandestine, a relancé le débat sur la suppression du droit du sol. Alors nombreux sont ceux à demander que des mesures soient prises dans ce sens. On parlera notamment de cette pétition qui circule en ce moment et qui a déjà recueilli de nombreuses signatures. On en parle dans quelques instants Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 8 juin. Bis repetita à Tanafou 2 ce matin. Les dernières habitations illégales se trouvant sur le terrain ont été détruites en présence des forces de l'ordre. Un nouveau signe fort envoyé par la préfecture qui ne fait pas pour autant oublier les violences et autres agressions à répétition. Le point dans votre journal. Avec le ramadan qui débute, les tournois de sport vont se multiplier. Mais alors, comment faut-il se comporter d'un point de vue alimentaire et physique pour éviter tout accident ? Nous avons rencontré les professionnels du réseau diabète qui font part de leurs conseils santé. L'association Les Naturalistes continue son travail pour préserver l'environnement. Entre mise en place de la brigade nature et lutte contre de nouvelles lois en désaccord avec la préservation du lagon, l'actualité environnementale est très chargée. Reportage à la fin de cette édition. Ce matin, les autorités ont continué leur action de démolition sur le terrain situé à Tanafou 2. Les forces de l'ordre étaient une nouvelle fois déployées en nombre dans la zone afin d'éviter tout débordement. En parallèle, 2 nouvelles arrestations ont eu lieu dans le cadre de la tentative d'assassinat sur Abdou, l'un des propriétaires du terrain. Le coup de force se poursuit donc, mais ce n'est toujours pas assez pour les partis les plus à droite qui souhaitent, eux, des mesures immédiates et plus radicales. Reportage signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Si les expulsions initiées par la population continuent chaque week-end, de son côté la préfecture n'en a pas fini avec les habitations illégales. Tout du moins à Tanafou 2, où de nouvelles démolitions ont eu lieu ce matin. Et pour le représentant à Mayotte du parti Debout la France, il apparaît évident que l'État a changé de politique. Mais le compte est encore loin d'y être. Il y a une volonté, oui, je veux bien reconnaître que depuis quelque temps, il y a une volonté effectivement de reconduire aux frontières les clandestins, mais c'est surtout parce que c'est la population qui a pris les devants et qui quelque part a fait le boulot de l'État qui ne le faisait pas. Donc, vu tout ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que de prendre la relève ? Mais la relève ne suffit pas et elle est complètement insuffisante. Vous avez dit vous-même dans vos rédactions que le préfet a la possibilité de faire appel à l'armée, mais pourquoi il ne le fait pas ? Pourquoi il laisse la population en danger, comme encore ce matin où c'est encore je ne sais combien de personnes qui ont été agressées sur les routes de Mayotte, le matin où tout le monde part au boulot, et qu'il faudra combien de morts avant qu'on réagisse ? Il n'y en a pas eu encore assez, mais ça suffit. C'est pas la population de faire le boulot. On est en train d'envisager maintenant, tout le monde est en train de dire qu'ils vont s'armer dans leurs véhicules et on va où comme ça ? Un ras-le-bol général que le récent plan global Mayotte Sécurité pour tous semble ne pas avoir apaisé. Pour ce représentant du Front National à Mayotte présent ce matin sur notre plateau, personne n'est en mesure d'être satisfait par les 25 mesures que contient le plan. Il suffit d'écouter les syndicats de police qui réclament qu'effectivement le nombre de policiers qui a été annoncé ne sera pas celui qui viendrait réellement à Mayotte. Vous avez écouté un des sénateurs de Mayotte qui est apparenté socialiste et qui lui non plus n'est pas très satisfait de ces mesures. Et le député, un des députés de Mayotte, M. Aboubakar, qui a posé la semaine dernière la question au ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, pour qu'il ait des éclaircissements sur cet envoi de renfort. Donc ça veut dire que c'est un flou total. Il n'y a personne, même les gens qui sont près du pouvoir ne maîtrisent pas la situation. Selon ce représentant du FN qui s'appuie sur les derniers sondages, son parti est le premier parti de France et devrait progresser fortement à Mayotte. Les récents propos de Marion Maréchal Le Pen, qui a confié implicitement que Mayotte quitterait la France en cas de victoire en 2017, ne semblent donc pas effrayer des adhérents
qui connaissent déjà les premières mesures mises en place en cas de victoire. Les premières mesures que les autorités parisiennes vont prendre, c'est de mettre en permanence un bateau sur la mer qui sépare Anjouan à Mayotte. Et sur la partie est aussi, parce que il semblerait qu'actuellement il y a beaucoup de bateaux qui viennent aussi du côté de Madagascar. Donc la première des priorités, ça serait de mettre des bateaux pour contrôler ces arrivées massives, parce que malheureusement on entend ici et là qu'on voit les bateaux partir, mais ce sont les autorités qui empêchent de les intercepter toutes. Alors que la crise des expulsés bat son plein, tous les partis politiques semblent s'accorder sur l'urgence de trouver des solutions, même si entre les promesses électorales et les actes, l'histoire a toujours montré que l'écart est considérable. Et s'agissant maintenant de la lutte contre l'immigration clandestine, on l'a vu, chacun y va de sa proposition. Et parmi les mesures qui reviennent le plus souvent, la suppression du droit du sol semble faire l'unanimité à droite. À ce titre, Gilles Martin et le parti Debout la France ont lancé une pétition pour réclamer la suppression immédiate du droit du sol à Mayotte. Plus de 600 personnes ont déjà signé. La lettre devrait quant à elle être remise au gouvernement dans les semaines à venir, dans les prochaines semaines. Donc, on écoute Gilles Martin qui nous en dit plus sur cette initiative. On était dans l'attente d'un gouvernement qui prenne enfin la mesure des enjeux de Mayotte. On s'est rendu compte que c'était beaucoup d'effets d'annonce, mais que le fond du sujet n'était pas traité, à savoir prendre les problèmes dès la base, à savoir commencer par envisager la suppression du droit du sol, qui permettra de fermer les robinets. Et comme la base n'était pas prise en compte sur ce document, il nous paraissait évident de mobiliser la population de Mayotte afin de s'adresser au gouvernement et de leur dire que maintenant il était grand temps de prendre en compte les attentes de la population mahorétienne à Mar. Là franchement je suis en colère. Vous voyez ce qui se passe actuellement sur le territoire. On nous dit qu'on va faire des mesures pour résoudre les problèmes d'agression, etc. Mais si on ne commence pas par fermer les robinets, on pourra prendre toutes les mesures que l'on veut, mais on ne fera que courir après le je ne sais quoi. Donc on commence par la base, on envisage la suppression du droit du sol, on rend beaucoup plus étanche les frontières et on fait une campagne de reconduite aux frontières des clandestins. Alors on le voit Pierre, le discours de Gilles Martin est très clair, il faut supprimer le droit du sol. Est-ce que c'est une position qui revient dans tous les partis de droite uniquement ou alors sur l'ensemble ou alors une bonne partie des partis qui sont sur l'île notamment ? Alors il y a une sorte de consensus sur le droit du sol, mais à des degrés différents, c'est-à-dire que certains réclament plutôt une adaptation du droit du sol à la situation locale. Maintenant, est-ce que le droit du sol, le supprimer, ça va permettre de résoudre tous les problèmes qu'il y a à Mayotte ? On se permet d'en douter parce que effectivement les problèmes sont tellement nombreux, et puis il n'y a pas que des femmes qui viennent accoucher à Mayotte, il y a aussi des jeunes qui souhaitent rejoindre ce territoire. Il y a aussi cet Eldorado, ce fantasme, avec aussi des hommes qui viennent ici, donc il n'y a pas, c'est pas la seule problématique, et c'est pas ça qui résoudra cette suppression ne résoudra pas à elle seule la problématique de l'immigration clandestine. Maintenant effectivement c'est une idée, peut-être l'adaptation pour que ça soit un peu différent. Maintenant, c'est vrai que c'est un droit constitutionnel, le droit du sol, donc c'est aussi compliqué. Ça remettrait en cause énormément de choses. Ça remettrait en cause aussi beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un sujet un peu épineux qui va revenir de toute façon avec les présidentielles de 2017. On va en entendre beaucoup parler de ce droit du sol. Alors on imagine qu'il va d'ailleurs y avoir des divergences entre les points de vue au niveau national dans les partis, notamment à gauche, et au niveau local. Donc on va suivre ça de très près, mais il y a de fortes chances. Vous parliez de degrés, alors quels sont-ils ? Alors, par exemple, si on prend Alain Juppé, qui partit Les Républicains, lui est pour une adaptation. Par exemple, il aimerait, lorsque les parents ne sont pas français, ni l'un ni l'autre, que le droit du sol ne soit pas acquis de droit si l'enfant naît. Ce qui est le cas aujourd'hui, puisque l'enfant peut demander à l'âge de 16 ans de devenir français. Voilà, donc il y a vraiment des degrés différents. Certains veulent adapter droit du sang, droit du sol. On sait qu'en plus, il y a une nouvelle loi qui va élargir le droit du sol, avec notamment au niveau des fratries. Voilà. Donc là aussi, il y en a qui veulent revenir sur ça.
déjà ce qui va être mis en place, ou en tout cas que ça ne soit pas mis en place à Mayotte. Alors du côté de la population, comment c'est accueilli? Comment la population ressent ça? Est-ce qu'ils sont pour, la population en général, et pour ou contre le droit du sol? Écoutez, sur ce qu'on entend, c'est vrai qu'il y a aussi un consensus à Mayotte là-dessus. Tout le monde pense que c'est une bonne solution. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est une solution déjà difficile à mettre en place, qui remet en cause beaucoup de choses. Donc on ne sait pas si vraiment, on sait, il y a un grand écart entre les promesses électorales et ce qui peut être mis en place légalement et en prenant en compte la Constitution, les lois. Donc c'est toujours très compliqué. Ensuite, Amina, peut-être faire un point sur cette situation, et Gilles Martin en parlait, actuelle, et ce climat actuel. On parlait du Ramadan qui approchait, un apaisement. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment quand même que l'île est un peu plus apaisée, qu'il y a un peu plus de calme. Même si voilà, aujourd'hui il y a eu de nouvelles arrestations dans l'affaire de l'incendie, de la tentative d'assassinat d'Abdou, le propriétaire de Tanafo 2. On l'a vu, il était d'ailleurs sur place aujourd'hui. Il a été menacé par l'une des personnes qui a été arrêtée, qui lui a fait un signe pour lui expliquer que de toute façon, voilà, il ne le lâcherait pas. Lui, de son côté, ne veut pas lâcher aussi. Il a expliqué que seul Dieu le jugerait. Quand même, les esprits s'échauffent, mais il y a quand même un apaisement général. On sent quand même une île un peu plus calme, moins d'agitation. Voilà, on sent qu'il se passe moins de choses. Nous, en tant que journalistes, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'informations, beaucoup de choses. On sent que là, il y a une actualité un peu moins grave. Maintenant, les tensions, elles sont là, elles persistent effectivement. Et c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol général. On va en parler dans les brèves, mais ce qui s'est passé aussi ce matin entre Ongoujou et Tsararano, c'est très très grave, une nouvelle fois. Et puis, ça répond aussi à cette question. Effectivement, il y a un apaisement, mais il y a aussi toute une partie de la population, et notamment des délinquants, qui se moquent complètement de la foi et qui aujourd'hui n'hésitent pas, encore une fois, à attaquer n'importe qui et des innocents qui n'y sont absolument pour rien. Alors vous restez avec nous, Pierre, et on va parler maintenant de la rencontre qui s'est tenue vendredi dernier. L'intersyndicale a ainsi été reçue au ministère de l'Outre-mer, l'occasion de se mettre au travail, de négocier à partir de la plateforme revendicative proposée par les syndicats, reconstitution des carrières, attractivité, code du travail ou encore prestations sociales. De nombreux points ont été abordés lors de cette première réunion de travail, et même si quelques avancées ont été obtenues, le chemin vers l'égalité réelle semble encore bien long. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Après des mois d'une gronde sociale qui a mené à des mouvements sociaux d'envergure en mars et avril, le dialogue semble enfin prendre entre syndicats et gouvernement. À ce titre, une réunion s'est tenue à Paris vendredi afin d'aborder les nombreux points qui composent la plateforme revendicative. Si la plupart des représentants syndicaux se trouvent encore à Paris, le secrétaire départemental du SNES est lui de retour. Il nous en dit plus sur les avancées obtenues dans le secteur public. Des engagements concrets sur la reconstitution de carrière, donc des ex-fonctionnaires de la collectivité. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que toutes les années de travail pour la collectivité de Mayotte, avant l'intégration dans la fonction publique nationale, vont être prises en compte. En revanche, il y a toujours un souci sur le champ d'application. Est-ce que les instituteurs, les ex-instituteurs de la collectivité sont pris en compte? On nous dit que, a priori oui, mais c'est pas acté, donc on attend que le gouvernement referme définitivement ce dossier. Autre point et non des moindres, l'attractivité du territoire. L'actualité du moment n'est pas pour favoriser l'arrivée de nouveaux agents du public, et les syndicats attendent donc des signes forts de la part du gouvernement. Le deuxième point important, ça a été sur les mesures d'attractivité. Alors c'est plus modeste, mais il y a quand même quelque chose qui bouge. Des mesures sur la fiscalité nationale, sur la fiscalisation des indemnités d'éloignement. Un décret qui est aujourd'hui en réécriture, le fameux décret voyage pour les collègues qui arrivent. Les conditions de prise en charge du voyage seront meilleures à deux titres, tant pour le remboursement que pour les conditions d'années passées en métropole pour pouvoir prétendre à un voyage payé à Mayotte. Ces avancées sont indéniables et prouvent que le dialogue semble enfin prendre entre l'État et les syndicats, même si la satisfaction n'est pas encore au rendez-vous. Bien évidemment, ces éléments sont insuffisants. Nous, on voit ça comme un début, mais un début où on arrive à avoir du concret. Ce qui est très dommageable, c'est que ce dialogue social n'ait pu s'engager qu'à la suite de longues grèves, des grèves en octobre-novembre, des grèves en mars-avril. Il a fallu quand même barrer les routes
pour que le gouvernement qui est d'accord avec nous, il y a un problème de justice sociale à Mayotte, il y a un problème d'attractivité, mais pour autant, entre être d'accord et acter des choses, il faut en passer par le rapport de force. C'est positif, mais pour le dossier de l'attractivité, par exemple, on est encore très loin du compte. Il faudra continuer à travailler là-dessus. On a un autre dossier qui est important, c'est tout ce qui est prestations sociales. L'intersyndicale a beaucoup insisté pour les prestations familiales. Le gouvernement semble l'entendre, mais on demande que les prestations familiales à Mayotte soient du même niveau que celles des autres DOM, et pas en 2025, dès à présent, dès 2016. En résumé, cette première réunion de travail a permis d'obtenir des réponses concrètes de la part du gouvernement, même si chacun s'accorde à dire que pour ce qui est de l'égalité réelle, tout reste encore à faire. Alors Pierre, on vient de voir une première réunion qui était attendue par les syndicats qui l'avaient préparée d'ailleurs. Alors le bilan de cette rencontre ? Le bilan, il est mitigé. Il est mitigé. Alors, d'un syndicat à l'autre, il est différent aussi. Donc, l'intersyndicale a quand même parlé d'une même voix en envoyant un communiqué et en expliquant justement les points, les avancées, notamment sur la reconstitution des carrières, mais également sur l'attractivité. Maintenant, sur l'attractivité, le secrétaire départemental du SNES, lui, est positif dans l'ensemble. D'autres le sont un peu moins. On pense notamment au syndicat SNUPP. Donc voilà, il y a quand même des avancées. Maintenant, on parle du secteur public. Dans le secteur privé, il y a encore quand même beaucoup de choses. Et puis, il y a quelque chose de très étonnant aussi. C'est qu'on sait le code du travail doit être appliqué. En ce moment, il y a donc ces réunions permettent aussi de travailler sur les points et de l'adapter au territoire. Mais ce n'est pas le code du travail qui fait foi actuellement, mais le futur probable code du travail de la loi El Khomri, effectivement. Alors là, ça fait vraiment, ça risque de faire débat. Ça complique les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se base sur la loi El Khomri pour faire une loi qui n'est toujours pas passée et qui fait grand débat. On connaît la situation actuellement en métropole et on se base là-dessus. Alors effectivement, il est prévu qu'on se base là-dessus, mais dans le cas éventuel où elle ne passe pas, on se rabatte sur d'autres solutions. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Donc ça pose question. Il y a également la question des prestations sociales. Il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Les retraites, bien entendu, on le sait. La première retraite de droit commun à Mayotte, elle est loin d'arriver. 42 ans, 2078. Donc là-dessus, il y a vraiment un effort qui est demandé. Il y a notamment la solidarité nationale, bien sûr, qui est réclamée. Encore, ça fait des mois et des mois qu'elle est réclamée par les syndicats. Donc voilà, il y a eu des avancées. C'est une première réunion de travail qui s'est quand même plutôt bien tenue. Il y a eu au sein des différents ministères des moments de discorde où on ne s'est pas tout à fait entendu, où on s'est rejeté un peu la balle. Donc en tout cas, il y a un dialogue qui s'est instauré. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Justement, principalement, Amina. Ils ont été contents d'avoir été entendus. Oui, on se souvient quand même, rappelons-nous, ce mois d'octobre, cet arrêt de la grève générale et puis cette reprise au mois de mars. Et puis ces semaines de barrage, de blocage, de tension sociale. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On a franchi une étape, on est dans du dialogue. Maintenant, on le sait, le chemin est encore long. Il va falloir batailler. Les syndicats le savent. Ils n'obtiendront rien sans lutter âprement avec le gouvernement. Celui-ci et probablement ceux d'après, puisqu'on le sait, 2018 pour le Code du travail. Voilà, on est dans des échéances pas forcément à court terme. Donc il y a aussi un autre gouvernement et puis ça peut aussi poser problème. Donc voilà. Mais en tout cas, il faut le dire, il y a un dialogue qui est maintenant instauré. Et puis il y a des avancées qui sont concrètes. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Parlons maintenant du mois de Ramadan qui à Mayotte a débuté hier. Alors comme chaque année, les professionnels de santé se mobilisent pour notamment donner des conseils et prévenir d'éventuels accidents. Une mobilisation qui est plutôt bienvenue, surtout quand on sait la place importante que prend le sport durant cette période. Ainsi, à l'occasion du coup d'envoi des tournois Sport Ramadan, nous avons souhaité donner la parole à des professionnels du réseau diabète qui nous indiquent quelques-unes des recommandations à respecter. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Avec ce mois de Ramadan qui débute, la vigilance doit être de mise en ce qui concerne la santé des fidèles. En effet, ce mois sacré implique un bouleversement des habitudes alimentaires. Les fidèles doivent donc être vigilants, notamment les personnes diabétiques, plus exposées que tout autre. Ce qu'il est important de retenir dans cette période, c'est que si vous êtes diabétique, allez voir votre médecin.
Si vous n'êtes pas déjà allé le voir avant le ramadan pour prendre des conseils, pour savoir si vous pouvez faire ou s'il est déconseillé pour vous de faire le ramadan. Je leur souhaite tout d'abord bon ramadan et c'est important de suivre les conseils, que ce soit d'une diététicienne ou des médecins. C'est important de suivre les conseils des professionnels. Suivre les conseils des professionnels en mangeant 3 repas équilibrés répartis du coucher du soleil à l'aube. Voilà bien l'une des préconisations pour rester en forme durant tout ce mois. Et pour ceux qui pratiquent une activité sportive, il est également important de respecter certains conseils. Déconseiller de faire du sport avant la rupture du jeûne, tout simplement parce que, quelles que soient les personnes diabétiques, non diabétiques, vous risquez de faire une déshydratation. Et pour les diabétiques, c'est le risque d'avoir une hypoglycémie, c'est le risque de déshydratation. Donc vraiment à éviter avant la rupture du jeûne. Après la rupture du jeûne, ce qui est préférable, c'est d'attendre un petit peu après le futari pour pouvoir faire une activité physique. Donc 1 heure, c'est préférable. La marche, du coup, est une activité physique très adaptée. Également la prière du Tarawi, qui en fait est comptée comme une activité physique. Le réseau Diabète possède notamment un éducateur sportif qui fournit des conseils aux patients. De son côté, la traductrice confie que les préconisations délivrées sont accueillies avec beaucoup d'intérêt. Les patients sont assez réceptifs. Après, à savoir s'ils pratiquent le sport comme on leur explique chez eux, ça c'est autre chose. Mais quand ils viennent chez nous et qu'ils demandent des explications ou qu'on leur montre comment il faut faire du sport, il faut faire ceci, cela, ils sont impliqués. Une implication nécessaire et indispensable pour allier sport et pratique de la foi au meilleur de sa forme. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'actualité, du reste de l'actualité de ce mercredi 8 juin. C'est parti pour un petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. Ce matin, aux alentours de 5h30, une bande d'individus a racketté plusieurs automobilistes entre Ongoujou et Tsararano. Un barrage sauvage a ainsi été dressé par des jeunes armés de chombo et d'armes à feu, somme toute factices. 2 voitures ont été brûlées, tandis que suite à cette série de carjacking, une fourgonnette blanche s'est retrouvée dans le fossé. Les usagers de la route ont été dépouillés de toutes leurs affaires et un homme pris au piège dans le bouchon a été séquestré et ligoté par les malfrats. Il a finalement pu être secouru par un pompier en civil qui passait par là pour se rendre au travail et a ensuite rapporté que les délinquants lui ont expliqué leurs intentions de se venger suite à la démolition de leur maison. De leur côté, les gendarmes ont été contraints de barrer la route dans les 2 sens afin de sécuriser la zone. Le calme est finalement revenu vers 9h, mais ce genre de mésaventure ne fait qu'augmenter la colère d'une population innocente, mais qui court pourtant un danger permanent. Face à la sombre actualité du moment, l'adjoint au maire de la mairie de M'Tsangamouji, Ali Dina Hassani, a émis une proposition sur les réseaux sociaux. L'élu propose ainsi, je cite, « Compte tenu de l'anarchie qui règne actuellement à Mamoudzou et de l'impossibilité de l'État à maîtriser cette situation, je demande de manière solennelle la délocalisation du défilé du 14 juillet 2016 dans la commune de M'Tsangamouji. En effet, tous les délinquants risquent de se faire une joie de troubler cet événement important qui rassemblera de nombreux membres des forces de l'ordre. » La crainte de caillassage et autres débordements a donc poussé Ali Dina Hassani à proposer cette solution de repli. Et s'il y a peu de chances que celle-ci soit entendue, cela en dit long sur l'état de psychose qui règne actuellement à Mayotte, et notamment à Mamoudzou. Le 13 octobre 2015, la ministre des Outre-mer, Georges Paul Langevin, annonçait lors de la journée de l'Outre-mer la cession prochaine des parts de l'État de ses sociétés immobilières d'Outre-mer, les SIDOM, à la Société Nationale Immobilière SNI. Depuis, une question se pose, pourquoi l'État souhaite-t-il changer les actionnaires ? Car selon Paris, les changements n'interviendront qu'à ce niveau-là et non pas en ce qui concerne les financements ou le management. Pourtant, il semble évident que l'objectif recherché n'est autre que de booster la construction de logements sociaux, certes, mais au profit d'une politique gouvernementale et non plus locale. La Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, permettra incontestablement d'injecter une capacité financière supérieure
mais aussi une emprise plus importante de l'État. Alors bonne ou mauvaise nouvelle pour le département? La question semble aujourd'hui s'adresser à des élus locaux, bien silencieux sur le sujet. Et enfin, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la journée mondiale de l'océan, une journée dont l'objectif est de célébrer l'océan, ce patrimoine que nous partageons tous. Quelle relation particulière chacun de nous entretient avec la mer, ou encore quel rôle crucial jouent les océans, ou même quels sont les moyens existants pour les protéger. Autant de questions qui se posent et bien sûr, à ce titre, Mayotte n'est pas un reste. Ainsi, pour l'événement, les naturalistes organisent ce soir une soirée lors de laquelle sera projeté le film Planète Océan de Yann Arthus Bertrand et Mickaël Pitio. Une soirée qui sera également l'occasion de faire le point sur les actions menées à Mayotte, sur l'évolution de la législation environnementale. Les précisions avec Adèle Laurent. Notre eau de pluie, notre eau potable, le climat, les littoraux, une grande partie de notre nourriture et même l'oxygène de l'air que nous respirons, tout cela est en fait fourni et régulé par la mer. La gestion prudente de cette ressource mondiale essentielle est donc fondamentale pour un avenir viable. L'océan recouvre 70% de la planète, pourtant seul 1% est à l'heure actuelle protégé. Comme beaucoup de ces eaux océaniques, le littoral mahorais n'est pas épargné par les menaces humaines qui pèsent sur ces écosystèmes. À Mayotte, c'est important de célébrer cette journée parce qu'on a un lagon magnifique et très riche en biodiversité et il y a beaucoup d'impacts négatifs qu'on a, notamment au niveau de la pollution, des déchets, des réseaux d'eau usée qui partent dans le lagon et qui mettent un petit peu en danger cet espace-là. Il est tout à fait important qu'à l'occasion de cette journée mondiale de l'océan, on ait bien en tête qu'il est absolument nécessaire de préserver la qualité des eaux du lagon. Et de ce point de vue-là, il faut absolument que les pouvoirs publics prennent en compte les questions d'assainissement qui sont absolument vitales pour l'avenir du lagon. Les membres des naturalistes organisent régulièrement des actions de sensibilisation en faveur de l'environnement. L'association a également mis en route depuis février 2016 le réseau d'alerte Vigilance Nature. En effet, les alertes aux actes préjudiciables à l'environnement sont régulières et ce réseau vise donc à collecter ces données d'actions dommageables et à les transmettre aux autorités compétentes. Elles feront ensuite appliquer la réglementation locale et nationale. À la base de ces réseaux, les citoyens dont la contribution est indispensable à l'efficacité de cette action. C'est important d'impliquer la population, toute la population à la protection de la nature. Et on a besoin d'eux pour nous signaler toutes les observations qui peuvent être faites sur le territoire de Mayotte. On a eu beaucoup de coupes d'arbres lors du mouvement social d'avril 2016. On a beaucoup de dépôts de déchets sauvages sur les routes et dans le lagon. Et on a du braconnage de tortues. La France, grâce à ses territoires d'outre-mer, a la chance de posséder l'un des plus grands patrimoines coralliens au monde. Au total, elle est responsable de 10% de la totalité des récifs coralliens de la Terre. En dernière lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat a décidé de supprimer un amendement protégeant les récifs coralliens, déjà affaiblis par l'activité humaine et les changements climatiques. Le dragage des fonds coralliens est donc pour l'instant autorisé. Ça nous paraît quelque chose de complètement absurde et allant exactement à l'encontre d'un autre article qui dit qu'il faut protéger les récifs coralliens outre-mer. Bon, il semble que cet amendement du Sénat sera repoussé par le gouvernement et donc on a bon espoir que ça ne va pas durer. Mais ça montre à quel point il faut être vigilant sans arrêt sur les questions de protection des espaces naturels parce que ça peut être remis en cause du fait de pressions diverses, en particulier de milieux économiques qui cherchent à récupérer des matériaux en draguant les fonds coralliens. En effet, 2 sénateurs ultramarins ont consenti à cette suppression. Il s'agit de ceux représentant la Guadeloupe et la Martinique qui affirment que les travaux des ports maritimes de ces îles seraient menacés par l'interdiction des opérations de dragage. Quant au lagon de Mayotte, il est aujourd'hui menacé par les activités humaines et par le phénomène El Niño.
Le mot d'ordre reste donc vigilance. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à voir et revoir sur OM5, également sur notre site l'infocoesie.fr ou encore sur YouTube ou notre page Facebook. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Nidouami Binali, porte-parole du Front National, section Mayotte. Il était ce matin au micro de Samuel Bocher. Excellente suite de programme à vous sur KTV.